3 attaques anti-israéliennes ce dimanche en Cisjordanie, attaque au couteau et à la voiture bélier, bilan 6 blessés. À cela s'ajoute ce soir un tir de roquette depuis Gaza visant le sud qui n'a fait ni victimes ni dégâts. Les enquêteurs sûrs à 90% qu'une bombe a bien causé l'explosion en vol de l'avion russe dans le Sinaï. Un pont aérien a été organisé par les Russes et les Britanniques pour rapatrier leurs touristes encore présents dans la région. Et puis vote historique en Birmanie, l'opposante de la junte militaire Aung San Suu Kyi est la favorite de ces élections législatives libres, les premières organisées dans ce pays asiatique depuis 25 ans. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Loin de s'atténuer, la vague de violence s'est même accentuée aujourd'hui avec 3 attaques en l'espace de quelques heures ce matin en Cisjordanie. 6 blessés côté israélien. L'attaque la plus grave s'est déroulée près de la ville d'Ariel dans les territoires. Une attaque à la voiture bélier. Le reportage sur place, Léa Berdugo. Carrefour de Tapouar, intersection stratégique du nord de la Cisjordanie. Il fait la jonction entre la localité palestinienne de Naplouse et les villes de Tel Aviv et Jérusalem. C'est ici que s'est déroulée une nouvelle attaque ce dimanche matin. La scène est filmée par des caméras de surveillance. Un conducteur palestinien de 22 ans, originaire de Ramallah, fonce sur un groupe de personnes faisant de l'autostop qui ne se trouvaient pas derrière des blocs de béton censés protéger les piétons. 2 gardes-frontières lui ont tiré dessus et l'ont tué. Dans l'attaque, au moins 4 Israéliens ont été blessés, dont 2 grièvement. 2 personnes ont été grièvement blessées aux jambes avec des os cassés et des artères touchées. Ils sont traités au bloc et sont en train d'être soignés. À cette intersection, nombreux sont les Israéliens qui font de l'autostop. Malka Wasserman, enceinte de 6 mois, attendait le bus pour se rendre à son travail. Elle a été blessée légèrement. Lors de l'attaque, 2 personnes renversées par la voiture lui sont tombées dessus. J'ai vu leurs blessures et tout de suite les tirs ont commencé. Je n'ai pas compris qui tirait. Je voulais me protéger derrière la station. Dès que l'on a compris que l'événement était terminé, beaucoup de personnes sont venues aider. Elles ont commencé à évacuer les blessés. Le carrefour de Tapouar, un lieu réputé sensible. La promiscuité entre les nombreuses implantations juives et la ville de Naplouse crée des tensions au quotidien. Les Arabes doivent comprendre qu'ils ne doivent pas nous attaquer comme ça. Nous n'avons pas à nous cacher derrière des blocs de béton pour ne pas être atteints. C'est une réalité anormale. Si les mesures de sécurité restent imposantes en Cisjordanie, à Jérusalem, les autorités ont allégé leur dispositif. Un premier contingent d'une centaine de réservistes de garde-frontières a été démobilisé. Autre attaque au couteau, cette fois dans une autre implantation commise par une femme palestinienne qui n'a pas hésité à s'en prendre à un garde de sécurité armé. Les images sont impressionnantes. Joseph Emmanuel. Nous sommes en tout début d'après-midi, une scène presque ordinaire. Une femme approche un garde civil. Nous sommes en Cisjordanie, à l'entrée de l'implantation juive de Beitar Illit. La jeune femme présente sa pièce d'identité palestinienne au garde. Elle ne lui parle qu'en arabe. À plusieurs reprises, elle regarde derrière elle. Elle introduit ensuite sa main dans son sac, puis tout bascule. Elle poignarde l'homme. Hors champ, il est à terre, blessé, et réussit à sortir son arme. Il tire à plusieurs reprises sur cette femme, devenue en un instant une terroriste. C'est une Palestinienne de 22 ans. Elle s'appelle Alawa Alian. En Israël, certains n'hésitent plus à parler de kamikaze. Dans 80% de ces attaques, le terroriste est abattu. Le règlement de police est ensuite très strict. Une équipe doit vérifier que cette femme ne porte pas de ceinture d'explosifs avant de laisser les secouristes l'approcher pour la traiter. Depuis l'hôpital, le blessé aussi est soigné. Il raconte face caméra. Ça a été stressant, mais grâce à Dieu, ça se termine bien. Je suis légèrement blessé. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et je dois dire que c'est un cadeau d'avoir eu la vie sauve. C'est un signe. 2 heures plus tard, nouvelle attaque au couteau, cette fois tout près de l'implantation juive de Alfé Ménaché, dans le village palestinien de Nabi Ilyas.
La victime est un Israélien de 48 ans. Il est venu faire des achats dans ce village, mais 2 hommes surgissent et l'attaquent au poignard. La victime a été transportée à l'hôpital de Kfar Saba. Les 2 terroristes sont toujours en fuite. Des forces de sécurité israéliennes ratissent le village et la région. Depuis le début du mois d'octobre, une vague de terreur frappe Israël et nombreux sont les responsables militaires israéliens à annoncer qu'elle pourrait durer encore plusieurs mois. Alors justement, cette vague qui n'en finit pas, on en parle avec Ali Waked. Bonsoir, notre analyste spécialiste du monde arabe. Un général israélien disait aujourd'hui, cette vague continue parce qu'il n'y a finalement aucune emprise de l'autorité palestinienne sur ces gens. Par exemple, ce conducteur qui était originaire de Ramallah, aucune emprise de l'autorité palestinienne. Ça vous semble être l'une des explications? C'est l'une des explications sans doute, Jean-Charles. Il faut clarifier tout début que tous ces incidents, ils se passent dans des zones contrôlées à 100% par l'État d'Israël, par l'armée israélienne, où l'autorité palestinienne n'a pas d'accès physique par le biais de ses services de sécurité. Mais l'ambiance générale au sein de l'autorité palestinienne, même au sein de la direction de l'autorité palestinienne, c'est qu'il n'y a pas pourquoi éviter ces incidents, il n'y a pas pourquoi confronter le peuple palestinien, les masses palestiniennes qui soutiennent ce round de violence. Et moi, je ne parle pas encore d'une vague malgré la continuité, malgré la proximité des incidents et malgré l'intensité de ces incidents. Parce que, si on compare à ce qui c'était le cas en début du mois d'octobre, il n'y a plus de confrontations de masse et l'autorité palestinienne continue à arrêter tous qui sont soupçonnés de vouloir mener des attaques aux armes à feu. Et donc, il reste ces loups solitaires, mais il s'agit de beaucoup de loups solitaires. Il s'agit, tous les jours, on voit ces loups solitaires, mais il y a une ambiance que l'autorité palestinienne, c'est vrai, ne fait rien pour essayer de la réduire, pour essayer de l'éviter, parce que ça lui permet de dire, ça ne se passe pas chez nous. Regardez nos médias n'incitent pas à la violence. Et d'ailleurs, les médias palestiniens officiels sont critiqués par le Hamas et les autres factions que pendant qu'il y a ces incidents, ils sont en train de diffuser des films et des séries de drames, etc. Et donc l'autorité palestinienne jouit de ce double jeu. D'un côté, elle n'est pas accusée d'être impliquée directement, d'inciter directement. C'est vrai que quelques politiciens en Israël l'accusent, mais il y a une unanimité au sein des services secrets israéliens que l'autorité palestinienne n'incite pas, n'encourage pas, mais de l'autre côté, elle ne fait rien pour essayer d'arrêter cette vague. Alors il y a quelque chose d'étonnant. On a vu cette image tout à l'heure de cette femme, 22 ans, qui s'approche d'un garde avec un couteau, un garde armé. Il y a quand même comme un attentat, une volonté de commettre des attentats sans espoir finalement de réchapper à l'issue qui sera la mort pour ces auteurs. Parce qu'il faut dire la vérité, Jean-Charles, depuis 10 ans, les Palestiniens ont arrêté leur intifada en l'an 2005, pratiquement, et depuis, les Palestiniens voient que pendant 10 ans, rien n'a été changé. Il y a un processus de négociation, il y a des rounds de négociation infinis qui n'aboutissent à rien, et les Palestiniens sont de plus en plus convaincus que ce que disent la direction palestinienne et ce que disent la très grande majorité de la communauté internationale, c'est qu'il y a très peu de chances avec le gouvernement et les derniers gouvernements en place en Israël d'aboutir à quelque chose. C'est pour cela on entend des jeunes désespérés d'un côté et de l'autre côté des dirigeants palestiniens qui sont en train de mettre sur la table les solutions, comme on a entendu le président américain parler de l'État binational israélo-palestinien. Merci Ali Waked. On rajoute cette information il y a quelques minutes d'un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza qui a visé le sud d'Israël. La roquette est tombée dans un secteur inhabité. Il n'y a ni dégâts ni blessés. En Égypte, les enquêteurs sont désormais sûrs à 90% que c'est bien une bombe à bord qui a provoqué l'explosion en vol de l'avion russe, avec à la clé la mort de 224 personnes. Pendant ce temps, Russes et Britanniques ont décidé d'évacuer au plus vite leurs milliers de touristes encore présents à Sharm el-Sheikh. Julia Ganancia. L'hypothèse de l'attentat semble désormais privilégiée. Londres, Washington et les experts sont quasi unanimes. C'est très certainement une bombe qui a provoqué le crash de l'avion russe. Seule l'Égypte semble traîner des pieds pour reconnaître ce qui apparaît de plus en plus comme une évidence. Le Caire répète qu'on ne peut tirer aucune conclusion définitive avant la fin de l'enquête, laissant entendre qu'elle pourrait durer encore longtemps. Tous les scénarios sont pris en considération, notamment qu'il y aurait pu avoir des batteries au lithium dans les bagages d'un passager, une explosion du réservoir d'essence, la fatigue du personnel de vol ou une explosion. Tous les scénarios sont pris en compte.
Je n'exclus aucun scénario. Autant de réserves car le drame risque de porter un nouveau coup dur au tourisme en Égypte, un pays déjà affecté par des années d'instabilité. Qu'importe, la Russie mais aussi la Grande-Bretagne rapatrient leurs milliers de touristes présents à Sharm el-Sheikh. La catastrophe aérienne ne pouvait pas arriver à pire moment. Avec 3 millions de touristes en 2014, les Russes contribuaient activement à cette industrie vitale. Une industrie qui fait vivre directement ou indirectement près de 15 millions d'Égyptiens. On a vu les chiffres du tourisme baisser à cause de la situation politique de ces dernières années. Et ça commençait tout juste à remonter. Maintenant, avec la décision russe d'hier, ça va être encore pire qu'avant. Mais les agences de voyage commencent déjà à enregistrer des annulations de réservations de la part des touristes russes. Mauvaise maintenance ou terrorisme ne change pas grand-chose. Les voyageurs qui annulent ne veulent tout simplement pas prendre de risques. Je suis très heureuse que David Cameron ait pris cette décision. La sécurité des citoyens doit être une priorité. Et la sécurité ici, quand nous sommes arrivés mercredi, était atroce. Vraiment, je m'en fiche du tourisme égyptien. Je veux juste rentrer chez moi en sécurité et être en sécurité. La plupart des victimes du crash étaient originaires de Saint-Pétersbourg. C'est ici même que ce dimanche, un vibrant hommage a été rendu, retransmis en direct par la télévision nationale. Les cloches de la célèbre cathédrale de Saint-Isaac ont retenti 224 fois. Alors on fait le point sur cette enquête et ses multiples ramifications désormais avec Jacques Neria. Bonsoir, oui, bonsoir. Notre expert pour les questions de sécurité au Moyen-Orient. D'abord, cette information qui circule ce soir selon laquelle Israël aurait donné avec certitude l'information de la présence de cette bombe à bord. C'est quelque chose de plausible selon vous ? Tel que vous le formulez, ça ne m'a pas l'air exact. J'ai l'impression que peut-être, enfin, nous avons la capacité d'intercepter de telles communications. Je pense que c'est impensable pour Israël de donner cette information aux Britanniques plutôt qu'aux Américains. Donc, comme les Britanniques étaient les premiers à diffuser cela, je dirais que dans un contexte de relation avec les Américains, juste à la veille de la visite de Netanyahou aux États-Unis, je ne pense pas que c'était quelque chose de diplomatique à faire. C'est une crise superflue. Donc, de ce fait-là, je dis que les Britanniques sont ceux qui ont intercepté les conversations entre des djihadistes anglais et Raqqa, donc c'est la capitale de l'État islamique. Donc tout ça aurait été piloté depuis Raqqa, c'est-à-dire depuis le fief de l'État islamique. Tout à fait. Et puis ça a été sans doute planifié. Ça fait des mois et des mois, au moins pour étudier le parcours des avions, étudier l'aéroport, avoir quelqu'un sur place pour pouvoir détourner l'attention de la sécurité. Tout cela, c'est un travail très intense. On sait très bien, par exemple, à titre d'exemple, l'Achille Lauro, le célèbre exploit, entre guillemets, du Fatah contre, pas du Fatah, du Front de la libération de la Palestine. Il leur a fallu 2 ans pour se préparer pour un tel exploit et ensuite il a échoué. Donc là, on parle, je dirais, sans doute d'un projet, d'un plan qui existait déjà dans le tiroir et qui attendait tout simplement l'occasion pour qu'on puisse le tirer et puis de le mettre en réalité. D'où aujourd'hui l'avertissement des Britanniques du Foreign Office à Londres, celui qu'il faut revoir absolument la sécurité dans les aéroports où l'État islamique est susceptible de pouvoir opérer. Quiconque s'est promené en Égypte ou surtout en Égypte, je dirais dans d'autres pays, a remarqué avec insistance, je dirais, l'espèce de laxisme qui existait dans la sécurité. Les gens entrent, sortent des soi-disant des régions stériles parce qu'ils connaissent quelqu'un. On ne vérifie pas s'il est armé ou pas armé. On le fait passer parce que c'est un ami, c'est une connaissance, tout ça. Doubler les queues, passer les magnomètres et tout simplement parce que vous êtes quelqu'un d'important. Tout cela, ça existe. Les Britanniques ont été sans doute mortifiés par le fait de voir des scènes vidéo de comment ça se passe sur place. Et là, je dirais que la réponse égyptienne devrait se faire très, très dure et reprendre, je dirais, reprendre un tout petit peu ce qui est tombé et c'est complètement effrité. Il y a là-bas, à Sharm el-Sheikh aujourd'hui, plus de 100 000 touristes qui sont abandonnés et qui attendent un pont aérien pour se faire évacuer. C'est une perte énorme pour le régime égyptien, pour le tourisme égyptien. C'est des milliards et des milliards qui vont en fumer.
Et les investissements de milliards, sans doute, iront là-bas en plongée sous-marine à côté dans les belles côtes de Sharm el-Sheikh. Oui. Alors, il faut préciser aussi qu'on a appris ce week-end que l'armée égyptienne avait récemment aussi, avec un missile, frôlé un avion britannique. Effectivement, en août dernier, un avion de la compagnie Thompson qui survolait Sharm el-Sheikh juste à l'atterrissage a failli être intercepté par un missile qui lui a passé devant le nez à 300 mètres. Sans doute une espèce c'était une opération d'une unité sur place de défense aérienne qui s'entraînait à l'entraînement, donc elle a tiré un missile, et tout cela se fait dans un chaos qui est, je dirais, presque qui décrit, je dirais, l'état actuel des choses en Égypte. Ouais. Et donc, la confirmation qui n'est toujours pas officielle de cette bombe à bord et donc vraisemblablement de l'application. Avec 20 km de débris éparpillés un peu dans le désert du Sinaï, il n'y a rien d'autre qui puisse le savoir. Sur ce plateau, rappelez-vous, Jean-Charles, nous avions évoqué ça la semaine dernière, nous avions dit que la seule hypothèse valable, la seule option, c'était l'option d'une bombe à bord. On discutait si c'était une bombe dans les soutes, ou bien c'était une bombe qu'un des passagers avait amené avec lui, mais c'est pratiquement une bombe à 99,99%. Merci Jacques Niria, expert donc pour les questions de sécurité au Moyen-Orient. L'Europe à présent avec des élections législatives suivies de très près aujourd'hui. Elles ont lieu en Croatie, l'un des pays d'Europe du Sud qui a eu à faire face à la vague de migrants venus du Moyen-Orient. Test électoral très important donc pour mesurer l'impact politique de cet afflux de réfugiés sur les pays concernés. Steve Jourdain. Dossier des réfugiés et crise économique, c'est bien l'actualité qui a rythmé la campagne. Première législative depuis l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Dans cette course, le Premier ministre le sait, il est en première ligne. Je suis heureux de servir notre pays et son économie depuis 4 ans. Cette campagne a été très passionnée, elle a notamment été marquée par la crise des réfugiés et le discours de haine de l'opposition, un discours qui gagne du terrain depuis quelque temps. Les quelques 350 000 réfugiés qui ont traversé le territoire depuis septembre se sont en effet très vite invités dans la campagne. Le Premier ministre Milanović en a tiré parti. Les questions d'ordre économique ont été reléguées au second plan, des questions sur lesquelles il est régulièrement attaqué depuis 2009. Chômage, récession, absence de perspective, autant de critiques sur lesquelles avait initialement surfé l'Alliance conservatrice. Je veux que toutes les personnes puissent trouver du travail. En ce moment, c'est très difficile parce que la situation économique est très mauvaise. Et j'espère que ça va changer avec Karamarko. Quand quelque chose est nouveau, ça ne peut être que mieux. Rassemblée autour de Tomislav Karamarko, l'opposition a ces dernières semaines changé son fusil d'épaule et misé sur un discours empreint de valeurs patriotiques. Difficile néanmoins de masquer les préoccupations économiques. Dans un pays où la dette frôle les 90% du PIB et dans lequel le chômage frappe près d'un jeune sur 2. Voilà, et nous serons dans une heure en direct avec l'ambassadeur de Croatie en Israël sur les enjeux justement de cette élection législative. Autre élection historique, cette fois c'est en Birmanie que cela se passe. Premières élections législatives libres depuis 25 ans. Un pays où la junte militaire a tenu les rênes du pouvoir avec une main de fer. Mais aujourd'hui elle a promis de laisser la démocratie s'exprimer. Et on verra si le résultat est à la hauteur des attentes du pays. Julia Ganancien. Le doigt taché d'encre, symbole de liberté. L'image largement partagée sur les réseaux sociaux par les électeurs birmans est devenue le symbole d'une élection historique. La première élection libre depuis 25 ans. Sourire aux lèvres, les Birmans sont allés voter en masse et dans le calme. Certains ont du mal à y croire. Quand j'ai voté, j'étais très excitée et j'avais tellement peur de faire des erreurs que mes mains tremblaient. Je pensais que si je faisais une erreur, mon vote pourrait être perdu, alors j'ai fait très attention. J'espère que tout se passera au mieux dans notre pays et que Aung San Suu Kyi veillera sur notre peuple comme une mère. Aung San Suu Kyi, c'est l'icône du pays, elle est donnée favorite. Après plus de 15 ans en résidence surveillée, elle vote elle-même pour la deuxième fois dans son propre pays à 70 ans. Alors forcément, lorsqu'elle s'apprête à voter, toute l'attention médiatique est tournée autour d'elle. C'est une première en Birmanie, le pouvoir a autorisé les observateurs à assister aux opérations de vote partout dans le pays. Au total, 10 000 observateurs nationaux ont accès au bureau de vote.
L'ouverture du bureau de vote, les électeurs arrivant tôt ce matin, c'est une procédure plutôt en ordre. Nous avons vu quelques manquements dont je ne vais pas parler maintenant, mais en grande partie une procédure en ordre. Et ensuite, le leader de longue date de l'opposition a voté, ce qui, au regard de la procédure, est en ordre. En termes de couverture médiatique, un peu désordonnée. Dans ce pays pauvre à l'administration défaillante et sans tradition électorale, aucun résultat définitif ne sera annoncé avant plusieurs jours. Mais le scrutin est d'ores et déjà considéré comme un test pour la transition démocratique amorcée il y a 4 ans avec l'autodissolution d'une junte ayant régné d'une main de fer depuis 1962. Au-delà des législatives, l'enjeu est l'élection du président par le Parlement dans quelques mois. La lauréate du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, empêchée d'accéder à la présidence par la constitution héritée de la junte, a prévenu qu'elle serait au-dessus du président en cas de victoire de son parti. Alors on est en direct justement depuis Rangoon avec notre correspondant dans la région, David Nataf. Bonsoir. Vous avez suivi de près tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que globalement on peut dire que cette journée de vote historique s'est bien déroulée ? Oui, ça s'est bien déroulé. Il y a les observateurs, bien évidemment, de l'Union européenne qui ont vérifié les urnes. Donc il n'y a pas eu d'irrégularité majeure relevée. Il y a une véritable atmosphère effervescente à Rangoon et dans tout le pays. C'est la première fois depuis 25 ans que les Birmans votent. Alors chacun exhibe son doigt comme un encrier qui a servi à voter aujourd'hui. Et donc il y a une ambiance absolument électrique à Rangoon. Qu'est-ce qu'on attend d'abord comme résultat? Qu'est-ce qui peut sortir de ce vote historique? Qu'est-ce qu'on peut en attendre au point de vue de la démocratie justement? Alors aujourd'hui, au niveau de la démocratie, on s'attend à un résultat foudroyant dans les 80%. D'ailleurs, il faudrait que la Ligue démocratique ait les 2/3 des voix pour pouvoir avoir la majorité du Parlement, car la Constitution aménage 25% des sièges du Parlement, quoi qu'il arrive, aux militaires. De toute façon, il faut 2/3 des voix. Maintenant, au niveau de la démocratie, ça pourrait être un raz-de-marée, mais comme vous le savez, aujourd'hui, Aung San Suu Kyi ne peut pas être président de la République. Elle a épousé un étranger. La Constitution interdit à un citoyen qui a épousé un étranger d'être président. Donc quel rôle pour elle si évidemment son parti l'emporte comme c'est attendu? Un petit peu celui de la cohabitation en France, lorsqu'on a dans notre régime au plan constitutionnel un Premier ministre qui n'est pas de la même couleur politique que le président. Ça sera pour exercer un pouvoir bicéphale, mais cependant, elle n'a absolument pas envie de diriger le pays avec les militaires. Donc il y aura conflit et il y aura un arbitrage entre la Ligue démocratique et la junte militaire. Merci beaucoup David Nataf en direct donc de Rangoon en Birmanie avec cette journée de vote historique dont on attend évidemment les résultats dans les jours qui viennent. Alors intéressons-nous maintenant de près à celle qui a longtemps été l'icône de la lutte contre la junte militaire en Birmanie. C'est bien sûr Aung San Suu Kyi qui fut prix Nobel de la paix. Son portrait, Gabriel Nolin. Aung San Suu Kyi, 70 ans, est la figure de l'opposition à la junte birmane. Un combat politique qui lui aura valu 14 ans de prison et d'assignation à résidence. Prix Nobel de la paix en 1991, elle aura dû attendre 20 ans pour recevoir le titre prestigieux. Recevoir le prix Nobel de la paix a étendu l'horizon de mes préoccupations en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme au-delà des frontières nationales. Le prix Nobel de la paix a ouvert une porte dans mon cœur. Un engagement politique hérité de son père, le général Aung San, haute figure de la lutte pour l'indépendance du Myanmar, et assassinée alors qu'elle n'avait que 2 ans. Si nous voulons honorer l'héritage de mon père, nous devons bâtir une véritable nation démocratique. Après des études et une activité professionnelle à l'étranger, elle retourne en Birmanie pour s'occuper de sa mère malade. Elle prend rapidement une place d'importance dans les protestations contre la dictature. Inspirée par Martin Luther King et Gandhi, elle fait le choix de la non-violence. Je m'oppose à la violence, peu importe par qui elle est commise et envers qui. De peur de ne pas pouvoir retourner en Birmanie si elle quitte le territoire, elle prend la lourde décision de ne pas aller en Angleterre au chevet de son mari mourant. Durant toute la période de son confinement à domicile, elle est également privée de ses enfants. Ils sont anglais et vivent au Royaume-Uni et ne peuvent lui rendre visite. Assignée à résidence, elle mène son parti aux élections législatives de 1990. Elle obtient la majorité des voix, mais les généraux au pouvoir refusent de reconnaître les résultats.
Il faut attendre 2010 et les réformes du gouvernement de la junte pour que Aung San Suu Kyi soit libérée définitivement. 2 ans plus tard, elle entre enfin au Parlement où elle devient chef de l'opposition. Une entrée célébrée par les plus grands chefs d'État et la communauté internationale. Mais gouverner demeure toutefois un défi pour celle qui n'a jamais eu l'expérience du pouvoir. Et ses ambitions ne s'arrêtent pas au poste de Premier ministre. Qui a dit que je serais Premier ministre? Le Premier ministre est en dessous du président. J'ai dit que je serais au-dessus du président. Comment? J'ai déjà un plan. Un plan qui promet de ne pas être si facile à réaliser. La Constitution ne permet pas aux citoyens ayant des enfants non birmans à se présenter pour le poste de président. Le président russe Vladimir Poutine sera présent à Paris pour la COP 21 le 30 novembre prochain. L'annonce intervenue aujourd'hui, au moment justement où la France met la dernière main à ce sommet sur l'environnement présenté comme celui de la dernière chance pour sauver la planète. Steve Jourdain. Trop de zones d'ombre, de virgules mal placées, d'intérêts divergents. La répétition générale, la pré-COP 21, a débuté ce dimanche au Bourget. Ces objectifs sont immenses. L'objectif de ces 3 journées de négociations informelles, c'est de trouver le chemin du compromis sur le plus grand nombre possible de sujets. Les invités connaissent ces sujets par cœur. Contenir la hausse du thermomètre sous les 2 degrés par rapport à l'ère industrielle, mais pas seulement. Nous vous proposons de nous concentrer sur 4 thèmes principaux. L'ambition, l'équité, les actions concrètes à mettre en œuvre d'ici 2020 et enfin les financements après 2020. Présentés autrement, ces thèmes relèvent du défi. Aide des pays du Nord aux pays du Sud, répartition de l'effort entre pays industrialisés et pays pauvres, ou encore révision des engagements précédents, jugés trop modestes. Les pays pollueurs ont répondu présent à cette pré-COP, tout comme les pays africains. D'ici à la conférence internationale, de nombreuses réunions sont encore prévues. Jusque-là boudées par les pays occidentaux, Vladimir Poutine devrait bien être présent le 30 novembre prochain. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour évoquer l'actualité aux États-Unis. Elle sera très importante dans les jours qui viennent. D'abord demain, avec les retrouvailles entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, entretien à la Maison-Blanche après des mois d'un très net refroidissement et des tensions nées de l'accord sur le nucléaire iranien. Et puis on parlera également de la campagne électorale qui va s'accélérer puisqu'on est ce soir à 1 an pile exactement de l'élection pour le prochain président des États-Unis, celui qui doit succéder à Barack Obama. Pour l'instant, on le sait, dans le camp républicain, c'est Donald Trump qui a la faveur des sondages. Il passait justement une sorte de grand oral télévisuel d'un genre un peu spécial la nuit dernière. On va vous en parler en détail dans un instant avec notre correspondant à New York. Restez avec nous, à tout de suite. 3 attaques anti-israéliennes ce dimanche en Cisjordanie, attaque au couteau ou à la voiture bélier, bilan 6 blessés. La vague d'attentats qui se poursuit avec également un tir de roquette tout à l'heure depuis Gaza sur le sud d'Israël qui n'a fait ni victime ni dégâts. Les enquêteurs sont sûrs à 90% qu'une bombe a bien causé l'explosion en vol de l'avion russe dans le Sinaï. Un pont aérien est mis en place pour rapatrier les touristes russes et britanniques encore présents dans le secteur. Et puis ce vote historique en Birmanie où l'opposante de la junte militaire Aung San Suu Kyi et son parti sont donnés grands favoris des premières élections libres organisées depuis 25 ans. Et on est également à 1 an pile de l'élection présidentielle américaine. Le choix des candidats est loin d'être arrêté, que ce soit chez les républicains ou les démocrates. À droite, le milliardaire Donald Trump tient toujours la corde pour l'investiture, alors que chez les démocrates, le choix qui apparaissait évident au départ en faveur d'Hillary Clinton, eh bien, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Léa Volbert. Dans 1 an, précisément, un nouveau président dirigera les États-Unis. Aujourd'hui, déjà, la campagne bat son plein. 3 candidats pour les primaires du Parti démocrate, 15 pour le Parti républicain, dont 14 hommes. Et quelques figures qui se dégagent du paysage politique. Hillary Clinton, Bernie Sanders, Jeb Bush, Donald Trump, Ben Carson. La course aux États stratégiques comme l'Iowa est bel et bien lancée.
Le républicain Donald Trump, en tête dans les sondages, ne recule d'ailleurs devant rien pour asseoir sa notoriété. Samedi soir, il était l'invité du très populaire Saturday Night Live, où il s'est allègrement donné en spectacle, n'hésitant pas à ironiser sur ses propos qui avaient choqué au mois de juin. Il qualifiait les immigrants mexicains de violeurs et trafiquants de drogue. Il proposait très sérieusement de construire un mur à la frontière mexicaine. Ils n'ont pas mon talent, mon argent, mon physique particulièrement avantageux, mais vous savez quoi? Ils sont pas mauvais. Et nous allons bien nous amuser ce soir. Son humour n'est pas du goût de tous. Plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis devant les studios de la chaîne NBC à New York. Inscrits sur plusieurs pancartes, le racisme n'est pas une blague. Si le milliardaire républicain caracole dans les sondages depuis le mois de juillet, il se fait lentement rattraper par son principal rival républicain, Ben Carson, qui se fait lui-même lentement rattraper par son passé plus que douteux. Selon certaines sources qui auraient côtoyé le candidat dans son enfance, Ben Carson était un jeune homme pour le moins violent. Il admet lui-même avoir souffert d'irascibilité pathologique. À 17 ans, Ben Carson menaçait sa mère avec un marteau car elle désapprouvait ses choix vestimentaires. Du côté démocrate, la partie se joue réellement entre deux candidats. Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État qui parle largement favorite, et Bernie Sanders qui a déclaré sa candidature le 5 novembre dernier. Il plaide en faveur de l'université publique gratuite, des congés payés et des congés maladie, des propositions loin de faire l'unanimité aux États-Unis. Ce que j'ai écrit, c'est que ce pays a besoin d'une révolution politique. Que notre gouvernement nous appartient à tous, pas à 1% d'entre nous. Ensemble, nous allons créer une économie qui marche pour les familles qui travaillent, pas juste pour les millionnaires et les milliardaires. Le processus des primaires commencera le 1er février 2016 dans le petit État rural de l'Iowa et se poursuivra dans chaque État jusqu'au mois de juin. Alors en direct de New York, on va rejoindre notre correspondant David Benaïm. Bonsoir David. On va revenir avec vous sur ce qui a été l'événement médiatique du week-end. C'est bien évidemment ce show télévisé dont la vedette était Donald Trump. C'était un cocktail assez détonnant. Oui, et la pression et l'attente étaient grandes autant pour Donald Trump que pour le show Saturday Night Live. Les bandes annonces n'ont pas arrêté de tourner toute la semaine. C'était l'émission à ne pas rater cette saison. Trump a fait du Trump avec humour et exagération, il a été drôle, il a joué le jeu de l'autodérision et comme le professionnel de la télé qu'il est, c'était un essai transformé. Les auteurs n'ont pas pris beaucoup de risques, aucune attaque sur les autres candidats républicains ou sur Hillary venant de Donald Trump. Pour quelqu'un qui a fait sa campagne sur le politiquement incorrect et la provocation, on est resté dans un cadre très bon enfant. 2 sketchs se sont détachés. Larry David, l'acteur légendaire de Curb Your Enthusiasm et le créateur de Seinfeld, a crié depuis les coulisses « Trump est raciste » en écho aux manifestations des groupes hispaniques devant les studios NBC qui promettaient $5 000 à tout membre de l'audience qui perturberait le direct. Et une parodie vidéo du vidéoclip de Drake, « Call Me on My Cell Phone », qui montre Donald Trump danser et chanter sur des rythmes hip-hop. Je vous invite à regarder ces images sur les réseaux sociaux. Ça vaut vraiment le détour. Alors justement, les réseaux sociaux, les réactions, on a vu des manifestants protester contre sa venue dans cette émission télévisée. C'est un candidat qui suscite énormément de réactions, parfois négatives. Oui, et les grands moments ont été repris dans toutes les grandes émissions politiques du dimanche matin. C'est une grande messe ici. Chacun dans ses retranchements politiques. Les médias conservateurs ont trouvé qu'il avait été excellent, gardant une stature présidentielle. Et la presse libérale, comme le Washington Post ou le New York Times, l'ont trouvé fade, voire soporifique. Dans l'ensemble, sa performance ne changera pas grand-chose à sa cote de popularité ou dans les sondages. On attendait des audiences historiques. Il a réuni 10 millions de téléspectateurs, ce qui est beaucoup pour un show qui a démarré à 23h30. Ce sont les meilleures audiences pour l'émission depuis 2012. C'est donc pas un record historique, mais c'est presque 2 fois plus que pour le sketch d'Hillary Clinton en octobre dernier. Et détail intéressant, Trump n'est apparu que 12 minutes à l'antenne en temps cumulé sur l'heure et demie d'émission. Ce n'est pas huge, comme il aime à le répéter, énorme pour la traduction, mais ça reste une très bonne opération pour lui. Merci David Benaïm en direct donc de New York à 1 an pile donc on vous l'a dit de l'élection présidentielle américaine de 2016. Retrouvailles après une longue brouille. Benjamin Netanyahou s'est envolé aujourd'hui pour Washington où il rencontrera demain après-midi Barack Obama à la Maison-Blanche. Il s'agit de panser les plaies laissées par le dossier du nucléaire iranien, mais aussi d'essayer de relancer le dossier israélo-palestinien dans un climat plus apaisé qu'il y a quelques mois. Joseph Emmanuel. Ils se rencontrent ce lundi après 1 an de silence. Benjamin Netanyahou sera reçu ce lundi par Barack Obama.
Les divergences de vues entre les deux hommes sont nombreuses, principalement sur l'accord nucléaire iranien. Depuis la signature à Vienne de l'accord, les deux chefs d'État s'évitent soigneusement. C'est en mars 2013 qu'Obama effectuait sa première visite officielle en Israël. Il n'était pas venu pendant son premier mandat. Il n'était pas venu non plus l'année dernière, lors de sa tournée moyen-orientale. Et pour sa dernière année de présidence, une réinitialisation complète de la relation bilatérale est peu probable, mais l'objectif commun semble clair, recalibrer une relation mise à mal, stabiliser les liens, discuter. Nous discuterons avec le président américain des récents événements au Moyen-Orient, y compris en Syrie. Nous discuterons des progrès possibles avec les Palestiniens ou au moins de la stabilisation de la situation et bien sûr du renforcement de la sécurité de l'État d'Israël, un sujet important pour les États-Unis. En mars dernier, le sujet important pour Binyamin Netanyahou, c'était de convaincre le Congrès américain de ne pas valider l'accord iranien. Aujourd'hui, il n'en est plus question. La question sera le protocole d'entente, un document qui couvre l'aide étrangère des États-Unis à Israël, une aide militaire de 3 milliards de dollars par an. L'entente comprendrait également la livraison de la 5e génération d'avions de combat, le F-35, pour permettre à Israël de garder la supériorité technologique dans la région. Mais si des signatures ont lieu, les annonces sur le matériel acquis ne seront pas publiques. On devrait en revanche largement communiquer sur les deux points chauds régionaux, l'Iran et la Syrie. Et ici, les questions abondent. Pour reconstruire la relation bilatérale, l'État hébreu pourrait demander une commission d'enquête pour surveiller la mise en place de l'accord iranien sur le conflit syrien. Et de manière assez ironique, Obama comme Netanyahou sont minimalistes, chacun pour ses propres raisons. Les deux veulent éviter d'être impliqués, ce qui peut les amener à faire cause commune dans une région à l'évolution très incertaine. Naturellement, la portée du protocole d'entente devrait tenir compte de nouveaux défis liés par l'implication grandissante des Russes dans la région. Dans l'entourage du Premier ministre israélien, on dit clairement que tout a été préparé pour que la rencontre se passe bien. Ni Barack Obama, ni Binyamin Netanyahou ne semblent vouloir d'une nouvelle rencontre orageuse. Voilà, en attendant de voir dans quel climat va se dérouler cet entretien, donc demain à la Maison-Blanche, on va en parler avec nos invités. Je salue tout d'abord Colette Avital, bonsoir. Vous avez été consul d'Israël à New York, donc vous connaissez bien évidemment ces relations israélo-américaines. Je salue également Myriam Shermer, bonsoir. Vous êtes journaliste ici en Israël pour Isra Press, et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonsoir Dror. D'abord avec vous, on va voir si cette rencontre sera celle de la réconciliation, c'est comme ça qu'il faut la définir ? Pas vraiment, parce que Barack Obama et Binyamin Netanyahou, quoi qu'on en dise, sont deux personnages qui ne s'apprécient guère, qui ne se font pas confiance mutuellement et qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde idéologique. Ça, on le sait depuis longtemps. Par contre, les circonstances actuelles pourraient effectivement garantir la réussite de cette rencontre, en dépit des données de base qui ne sont pas favorables à une bonne entente entre les deux hommes. Mais au-delà de ça, eh bien, les intérêts convergent, pour l'instant en tout cas. Les intérêts convergent parce que l'accord sur le nucléaire iranien, c'est désormais un fait accompli. Donc Binyamin Netanyahou n'a plus à batailler contre cet accord que voulait à tout prix, auquel voulait parvenir à tout prix l'administration américaine. Ça, c'est un point. Deuxième point, on est en période préélectorale, on rentre en période préélectorale aux États-Unis. Barack Obama est bien évidemment soucieux de ménager les chances de son camp, donc du Parti démocrate, quel que soit le candidat ou la candidate qui va porter les couleurs démocrates. Il ne faut pas froisser l'électorat juif dans cette période aussi américain, dans cette période aussi sensible. Donc convergence d'intérêts. Et puis du point de vue israélien, eh bien, contre fortune mon cœur, on est bien obligé d'admettre qu'on doit composer avec un Barack Obama pendant encore un an, une assez longue période à la Maison-Blanche. Ouais. Alors, on va continuer à discuter avec vous, mais j'aurais déjà une première réaction avec Colette Avital et Myriam Shermer. Vous avez l'impression qu'il y avait une vraie brouille et que là, on va les réconcilier tous les deux ? Il y avait non seulement une brouille, il y avait vraiment des tensions et des disputes publiques, ce qui ne se fait pas d'habitude. Et je crois que des deux côtés, il n'y a pas de très grands espoirs, mais on va essayer de voir comment va se passer cette dernière année d'Obama. Il y a effectivement une convergence d'intérêts. Il y a Obama qui souhaite quand même rassurer les démocrates de son camp qui aiment bien Israël et qui
n'était pas vraiment, qu'il y avait beaucoup d'appréhension à l'égard de l'accord avec l'Iran et je crois que Netanyahou veut aussi d'une part redorer son blason à la maison où il a des problèmes comme nous le savons d'une part et d'autre part de refaire ses relations surtout avec les Juifs des États-Unis parce que là aussi il y a eu une crise très grande, une division de deux camps dans la communauté juive, ce qui n'existait pas avant. Alors je crois qu'ils vont essayer de tracer un certain parcours pour voir comment va se passer cette année jusqu'aux élections. Madame Shermer, comment vous voyez cet entretien, ces retrouvailles demain? Oui, je pense effectivement que le Premier ministre a surtout les yeux fixés sur l'avenir, parce que Barack Obama effectivement a un pied dehors, mais a priori, M. Netanyahou est quand même là pour les 4 années à venir, et donc il sait très bien qu'il va devoir travailler avec le prochain candidat, le prochain candidat, avec on espère là, pourquoi pas, avec surtout la communauté juive américaine, dont on sait quand même que le courant réformé libéral est très dominant aux États-Unis, donc il va bien falloir faire avec. D'ailleurs, il va s'exprimer devant un think tank libéral à Washington, si je ne m'abuse, donc c'est forcément pour ça. Je pense aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées depuis le discours au Congrès, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu cet énorme conflit avec Barack Obama, mais depuis, on a eu les mails d'Hillary Clinton qui nous ont quand même révélé un certain, a priori, très négatif chez les démocrates envers Netanyahou. On a eu le livre de Michael Oren qui nous montre encore plus à quel point c'était la faute de l'administration d'Obama, etc. Donc, je pense que Benjamin Netanyahou a décidé de venir montrer à quel point il était magnanime, quelque part, et donc de faire bonne figure et de montrer aussi aux républicains et aux démocrates qu'il est capable de passer outre et qu'il est capable de continuer à travailler avec quel que soit le prochain candidat en 2017. Alors justement, il vient aussi, et ça c'est important de le souligner, Dror Even-Saper, il vient chercher des compensations demain dans cet entretien avec Obama. Deux principaux dossiers au menu de cette rencontre, Obama-Netanyahou, le dossier du nucléaire iranien et le dossier palestinien, on y reviendra. Mais sur le nucléaire iranien, effectivement, il s'agit de discuter de l'ampleur de ces fameuses compensations sécuritaires dont il est question depuis la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, des compensations qui pourraient permettre à Israël de maintenir sa prépondérance stratégique en dépit de la montée en puissance de l'Iran, inévitable après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien et après la levée des sanctions qui touchent l'économie iranienne. L'Iran va redevenir une puissance de poids dans la région, ce qui inquiète les Israéliens et ce qui inquiète aussi les Américains, même s'ils voulaient, à tout prix presque, que cet accord sur le nucléaire iranien soit signé. Donc compenser l'accord sur le nucléaire iranien, ça signifie très concrètement augmenter l'aide financière sécuritaire américaine, une aide qui est considérable déjà, elle se monte à 3 milliards de dollars par an. Et là, les Israéliens espèrent obtenir de Barack Obama une augmentation substantielle d'1 milliard supplémentaire annuel pour que véritablement Israël reste imbattable dans le domaine, ce dont il s'agit, c'est de signer un nouvel accord, ce qui s'appelle le Memorandum of Understanding pour 10 ans, en donnant à Israël, c'est-à-dire ce qu'Israël demande, ce sont des armements beaucoup plus avancés, par exemple contre les missiles, les avions F-35, etc. Et donc l'idée, c'est de non seulement la compensation, mais ce qui s'appelle, Israël vit dans un voisinage difficile et donc il s'agit de doter Israël des moyens. Mais il y a aussi le fait que le dossier iranien sera soulevé non seulement à ce niveau-là, mais je crois que Netanyahou va chercher quand même de voir s'il y a moyen de faire pression et même des sanctions en l'occurrence si l'Iran continue sa politique de prépondérance dans toute cette région. Et là aussi, je crois qu'il y aura une demande de la part de Netanyahou de voir comment il y a moyen de contenir, de freiner un petit peu. Si je peux ajouter par rapport à ça, je pense que nous, Israéliens, on a toujours tendance à voir les choses entre nous et les Américains et ne pas froisser les Américains, etc. Mais il y a aussi tout le monde arabe qui est en train de regarder un peu quand même ce qui va se passer demain. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas seulement de nous rassurer nous, mais c'est de rassurer tous les alliés américains dans la région qui se disent « Ok, d'accord, on a fait ce beau cadeau à l'Iran. Maintenant, quelles conditions, quelles garanties on donne ?» Parce qu'Israël, c'est aussi la face de l'Amérique dans notre région. Donc si on donne les moyens à Israël de se défendre, c'est aussi
tout l'équilibre régional contient dans les autres aussi. Mais bien sûr, parce que c'est évident que Israël a peur et a des raisons d'avoir peur, mais il y a beaucoup de pays dans la région qui ont les mêmes craintes et qui les partagent. Je pense que Barack Obama a besoin de rassurer ces gens-là encore plus que nous. Mais je crois qu'il y a encore un dossier, et nous n'avons pas parlé du dossier israélo-palestinien. Là aussi, il y a, si vous voulez, un remaniement, un changement au niveau de l'administration. Tous ceux à qui on parle et ceux à qui ont fait un briefing aux journalistes jeudi, on dit plus ou moins qu'il n'y a pas d'espoir, qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait vraiment un renouveau des négociations ou qu'il y ait un accord permanent pendant cette dernière année. Du moins, on croit que Netanyahou ne va pas le faire. Et donc, ce qu'on va demander à Netanyahou, là aussi, si vous voulez, il y a un genre de manque d'espoir, si vous voulez, et de pessimisme. Et ce qu'on va demander quand même à Netanyahou, ce sont des mesures concrètes, de faire des gestes envers les Palestiniens, non seulement au niveau de la sécurité, mais... Enfin, dans les conditions actuelles, je vois difficilement ce qu'on peut faire pour... Je ne sais pas. Il y a des choses très concrètement. Il y a effectivement un nouveau discours de la part de Washington, un discours qui révise très nettement à la baisse les attentes des Américains concernant le dossier Proche-Oriental. Les Américains ont dit très clairement, très récemment, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que, non seulement à ce qu'un accord de paix soit signé entre Israéliens et Palestiniens dans l'année à venir, mais même effectivement à une reprise des pourparlers, une exigence quand même plus modeste. Et bien même cette exigence-là, ou cette demande-là, ou cette espérance-là, elle a été abandonnée par l'administration Obama. C'est une nouveauté. Oui. Mais aussi parce que Obama, dans sa dernière année, ne veut pas encore un échec. C'est juste. Mais cette révision à la baisse des espérances américaines, elle fait les affaires de Benjamin Netanyahou, parce que Benjamin Netanyahou, on le sait, n'est pas prêt à consentir à des compromis dans le dossier palestinien. Mais ce à quoi il est prêt à consentir, c'est à ce que l'on appelle des gestes de bonne volonté pour que sur le terrain les choses se calment un petit peu. Et les questions, par exemple, de démanteler certains barrages militaires en Cisjordanie, et les questions de faciliter les déplacements de Palestiniens. Vague d'attentats, c'est pas le moment de. C'est le paradoxe, mais c'est ce qu'on laisse entendre du côté de Benjamin Netanyahou. Et les ministres les plus à droite du gouvernement Netanyahou ont exprimé leur désaccord ou leur réserve, mais sur un mode assez mineur, et on s'attend à ce que, effectivement, demain, Benjamin Netanyahou propose à Barack Obama une série de mesures pour que la vie quotidienne des Palestiniens soit améliorée dans les territoires. Ça ne veut pas dire baisser la garde dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Oui, mais ça veut aussi dire qu'il y a eu d'autres personnes qui ont essayé de frayer le chemin. Par exemple, Yalon, le ministre de la Défense, qui a été la semaine passée à Washington pour préparer cette visite et qui a dû parler aussi de ces mesures avec son homologue. Ce à quoi il ne faut pas s'attendre, c'est à une annonce, parce que là, ça pourrait effectivement démanteler le gouvernement, c'est à une annonce d'un gel des constructions dans les implantations israéliennes de Cisjordanie ou dans les quartiers israéliens de Jérusalem-Est. Ça, Benjamin Netanyahou s'y refuse, alors que sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de nouvelles constructions. Il y a très peu d'appels d'offres pour des nouveaux projets immobiliers dans les implantations israéliennes. L'aile droite du gouvernement israélien est tout à fait insatisfaite de cet état de fait, mais elle proteste assez peu, on l'entend assez peu, et donc Benjamin Netanyahou peut tout à fait continuer une politique d'apaisement sur le terrain, tout en ayant un vocabulaire et un langage un petit peu plus offensif. Mais sur le terrain, la politique de Netanyahou et de son ministre de la Défense, Moshe Yaalon, est une politique de gestion du conflit plutôt modérée, qui convient bien aux Américains, puisqu'encore une fois, les Américains ne veulent pas entendre parler. Mais qui ne convient pas à la droite en Israël. Mais on entend assez peu la droite. Et on entend très peu, mais on est en pleine session du Parlement et ça risque de chauffer quand même. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de cette affaire qui est sortie il y a quelques jours et qui a quand même un petit peu replongé le fameux conseiller presse de Netanyahou. Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui peut compliquer les retrouvailles demain? Non, moi, c'est vraiment... Alors, le docteur Anne Baratz, pour le coup, j'ai été son étudiante, donc je le connais personnellement. Oui, il est docteur en philosophie grecque ancienne. Et oui, il est... ça ne... Non, mais...
on le présente. Je trouve qu'on le présente mal. Il faut quand même dire les choses. C'est un homme d'académie. C'est aussi le timing. Mais c'est pas une question malheureux. Mais c'est peut-être pas sa faute. C'est pas du tout de sa responsabilité. On a été fouillé dans son compte Facebook personnel. Alors, c'est un homme qui aime beaucoup la satire. C'est quelqu'un de très charismatique, de très brillant, de très très intéressant. C'est le genre de professeur où on n'entend pas une mouche voler dans la salle de classe tellement c'est passionnant. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a entendu parler de sa promotion, on s'est tous dit que ce serait bien de le laisser parler à la presse parce que justement, il est très persuasif. Alors, effectivement, son compte est extrêmement satirique, mais il est personnel, mais c'est un compte privé. Il ne s'est jamais exprimé au nom du gouvernement. Et il aurait certainement dû faire fermer son compte vu le monde dans lequel on vit, où les journalistes vont fouiller dans les comptes personnels des uns et des autres et récupérer des blagues etc. Enfin, je veux dire, ce qui a été écrit sur le président Rivlin, c'est quand même très très bon enfant. Enfin, faut quand même le dire. Barack Obama antisémite moderne. Mais alors, est-ce que c'est bon enfant? C'est pas bon enfant, mais l'esprit d'un enfant de 12 ans quand même. Il est loin. Alors d'abord, il est loin d'être le seul de penser ça à voix haute ou à voix basse. Déjà, d'une part, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le monde qui pensent que Kerry n'est pas le génie du siècle. Enfin, il faut quand même le dire. Alors, il a eu le tort de le dire à voix haute et de façon très très claire, ce que les politiciens ne font pas. Mais ce que je veux dire, les gaffes dans le monde politique, elles existent entre Sarkozy et Obama qui racontent des belles choses sur... Berlusconi en a fait des belles aussi. Oui, non, mais je veux dire, c'est-à-dire que des gaffes diplomatiques de ce genre-là, où la vérité sort à un moment donné dans les microphones qu'on pensait éteints et que tout le monde dit à voix haute ce qu'on pense à voix basse, ça arrive tout le temps. Je ne sais et pas. Il y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat. Niveau, c'est la vérité. À mon niveau, c'est sa vérité à lui. Il a le droit de le dire. On est en démocratie. C'est son compte Facebook personnel. Il n'a pas parlé au nom de qui que ce soit. En tant que citoyen privé. Mais on vit dans un monde où on fait des procès d'intention aux gens sur leur Facebook. Non, le problème n'est pas le Facebook. Le problème est si, de cette manière, il a les aptitudes d'être celui qui maintient des relations qui sont sensibles. Non, mais je trouve ça de très mauvaise foi de dire ça, parce que entre ce que quelqu'un dit à son cercle d'amis, c'est quand même très différent entre être ça et dans une position officielle et de s'exprimer officiellement. C'est quand même deux choses différentes. Facebook n'est pas un petit cercle d'amis. Facebook va partout. C'était pas un communiqué officiel, c'était une blague. Au-delà du débat sur l'importance de Facebook, effectivement, c'est une nouveauté qu'on a parfois un petit peu du mal à gérer lorsqu'on se destine à des fonctions importantes au sein de la fonction publique en Israël ou ailleurs. En fait, il ne se destinait pas à des fonctions. Il faut le dire aussi. Je pense qu'il a été approché. Ce qui est intéressant dans cette affaire, au-delà de l'anecdote et du sens de l'humour un peu particulier de Ran Barat, c'est que Ran Barat représente ce qu'une grande partie des Israéliens, peut-être même une majorité des Israéliens, pensent de l'administration américaine actuelle. Barack Obama... Le président Rivlin aussi. Le président Rivlin, non. Mais là, la question... Le président Rivlin n'était pas important. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit que le président Rivlin n'était tellement pas important qu'il pouvait voyager en classe économie et que les services de sécurité israéliens n'avaient pas peur pour sa vie. Enfin, c'est ça la blague. Hein. Je veux dire, c'est pas si méchant. Ce qui nous intéresse, alors que Barack Obama va rencontrer, alors que Benjamin Netanyahu va rencontrer Barack Obama demain, et que dans l'avion qui emmène le premier ministre israélien à Washington devait prendre place un certain Ran Barat, alors c'est pas le cas. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce que pense, et j'abonde dans votre sens, Myriam Cherner, ce que pense Ran Barat de Barack Obama et de John Kerry correspond à ce que pense peut-être une majorité d'Israéliens. De ce point de vue-là, il est représentatif dans cet état d'esprit. Mais la raison pour laquelle, mais bien sûr que si, mais la raison pour laquelle le vice-président des États-Unis se sent obligé de réagir à ce point-là, c'est parce que nous, presse israélienne, faisons un foin de 3 posts sur Facebook et qu'on a pris le soin de les traduire en anglais, alors que c'est 3 phrases écrites en hébreu dans un coin d'Internet. Il ne sera pas nommé au retour de Netanyahou, la nomination sera... J'ai l'impression que non. Moi non plus, j'ai l'impression que non, mais ce sera bien dommage. Dror Ben Sapir, c'est une affaire qui est... C'est une affaire qui est intéressante en cela, qu'elle montre véritablement ce que la droite israélienne, et au-delà, une majorité des Israéliens, le peuple en Israël,
pense de l'administration américaine. Je pense que de ce point de vue, Ran Barras était assez représentatif de la mauvaise image dont souffre l'administration américaine en Israël, alors que sous Barack Obama, il faut le dire tout de même, eh bien, la coopération sécuritaire entre Washington et Jérusalem ne s'est jamais portée aussi bien et que l'assistance militaire sécuritaire américaine apportée à Israël est considérable et qu'elle va peut-être augmenter encore davantage. Par contre, ce que les Israéliens reprochent, et peut-être qu'ils ont raison de le faire à l'administration américaine, c'est d'avoir péché par excès de naïveté dans la plupart des dossiers moyen-orientaux, que ce soit le dossier syrien, le dossier du printemps arabe et le dossier israélo-palestinien. Et là, on constate que les Américains, eh bien, ont intériorisé la critique qui leur a été adressée par les Israéliens, à savoir qu'aujourd'hui, ils disent oui, l'État palestinien, c'est pas pour demain, c'est peut-être pas pour après-demain non plus. Les négociations israélo-palestiniennes, on n'y reviendra pas tant que Barack Obama probablement sera au pouvoir pendant encore un an, donc encore une fois, les Américains plus réalistes, et de ce point de vue-là, on peut peut-être parier sur une réussite de la rencontre de demain, parce que lorsque les Américains deviennent plus réalistes, eh bien, ils correspondent peut-être davantage à l'état d'esprit qui règne à Jérusalem. Ah ben on verra ça demain. En tout cas, merci Colette Avital, merci Myriam Shermer, merci à vous Dror Evan Sapir. On va se retrouver dans une dizaine de minutes. On parlera des obsèques aujourd'hui du président israélien, du 5e président Yitzhak Navon. C'était aujourd'hui et on vous dira qui était ce personnage méconnu, qui avait peut-être plus d'importance aux yeux de Baratz que Rivlin. Et puis on parlera également de ce radar tout neuf fabriqué par Israël. C'est le plus puissant jamais produit au monde. On en parlera tout à l'heure. Ça aussi, ça concerne la coopération sécuritaire avec les États-Unis. Nouveau journal dans un instant avec Daniel Atlan. Suite du Grand Direct avec tout d'abord cette invention de pointe que l'on doit à l'industrie militaire israélienne. Il s'agit du radar le plus puissant au monde présenté aujourd'hui, un système destiné à un pays d'Asie dont le nom est tenu secret, mais qui montre aussi qu'Israël dispose d'une technologie capable de protéger efficacement son territoire en cas d'attaque. Reportage Maxime Pérez. Voici le radar Ultra et à ses côtés son binôme, le Spectra. Associés, ils forment le système Terra, un radar de nouvelle génération, présenté comme le plus grand au monde. Ce mastodonte de 500 tonnes est exposé pour la première fois en Israël. Et pour cause, il a été conçu par la société Elta, l'un des fleurons de l'industrie aérospatiale israélienne. Mais c'est vers un pays d'Asie que le Terra s'apprête à être livré. Son nom est classé secret défense. C'est un radar stratégique de pointe dont la mission principale consiste à identifier des missiles balistiques à très longue distance ainsi qu'un ciblage depuis leur lancement jusqu'à leur point d'impact. Le système est devenu opérationnel en 2013, après 3 ans de développement. Ses capacités sont mises en évidence dans cette animation en 3D. Dans un premier temps, le radar Ultra identifie une ou plusieurs cibles simultanément à des milliers de kilomètres. En moins d'1 minute, le système est en mesure de déterminer s'il s'agit d'un missile ou bien d'un avion, voire même d'un satellite espion. Les données qu'il enregistre sont alors transmises au radar Spectra qui assure le verrouillage de la cible jusqu'à sa neutralisation, si nécessaire. C'est un système de haute précision qu'il est possible de relier à n'importe quel type de système d'armement, y compris en Israël. Notre société apporte aujourd'hui des solutions aux diverses menaces qui concernent Israël, qu'il s'agisse de radars tactiques ou de défense des frontières. En d'autres termes, le système Terra peut considérablement améliorer les performances du bouclier antimissile d'Israël. Les systèmes d'interception de moyenne et longue portée comme le Arrow 3, conçus pour répondre à la menace des missiles balistiques iraniens. Le très haut niveau de précision du radar permet également de calculer le point d'impact d'un missile et d'alerter plus rapidement la population. Ses capacités sont modulables. Le radar Ultra est modulable. Il se compose de 22 blocs d'une dimension de 3 mètres sur 3, comme vous le voyez ici. C'est pourquoi il est extrêmement facile de construire un radar adapté aux besoins du client. Selon les ingénieurs d'IAI, une seule station radar de ce type suffit à assurer une défense hermétique de toutes les frontières d'Israël. Dès lors que les autorités en feront la demande, le Terra pourra être rapidement déployé.
Obsèque nationale aujourd'hui en Israël pour celui qui fut le 5e président de l'État hébreu. Il s'agit d'Yitzhak Navon. On va parler dans un instant de l'action qu'il a menée en tant que président. On sait que les présidents en Israël ont un rôle plutôt symbolique. Ce ne fut pas son cas. Retour d'abord sur cette cérémonie d'hommage aujourd'hui avec Océane Nicole. Ils étaient nombreux ce dimanche, venus rendre un dernier hommage au 5e président de l'État d'Israël. Yitzhak Navon est décédé ce samedi à l'âge de 94 ans. Il a été inhumé au cimetière militaire du Mont Herzl de Jérusalem, entouré de nombreuses personnalités politiques, mais aussi des anonymes. Tous sont venus rendre hommage à cet homme de paix, selon les mots de Shimon Peres, l'ancien président israélien. Tous les deux partageaient le même amour pour la ville de Jérusalem. L'actuel président Rivlin a qualifié Yitzhak Navon d'homme noble que le peuple a toujours aimé et apprécié. Ta personnalité est unique, la façon dont tu as étendu et dépassé le poste de président israélien a et restera pour tous les présidents d'Israël un challenge et une réelle source d'inspiration. Tu as humblement résumé toutes tes années d'engagement politique, social et public en disant que tu as mis une première pierre dans la construction de l'État d'Israël. Non, Yitzhak, tu n'as pas seulement posé une pierre, tu as posé les fondements de notre pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui exprimé son vif chagrin, se disant impressionné par la profondeur de son éducation et par son ouverture au peuple. Il était habité par l'amour d'Israël, un amour qui n'était ni forcé ni imaginaire, un véritable amour qui venait des profondeurs de son cœur. Et le peuple lui a rendu cet amour. Une cérémonie émouvante. Yitzhak Navon était l'un des conseillers les plus proches de Ben Gurion, le fondateur de l'État hébreu. Alors, il n'est resté à la tête de l'État d'Israël que 5 ans, mais c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de traces. On va en parler avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir, analyste politique. D'abord, parce que effectivement, quand on regarde les présidents de l'État d'Israël, on sait qu'ils ont des pouvoirs limités. Il symbolise, lui, justement, cette espèce de stature intellectuelle que l'on exigeait presque des présidents de l'État d'Israël. Oui, qui a été la stature intellectuelle de nombreux premiers présidents de l'État d'Israël, dans les premières années de l'État d'Israël, quasiment jusqu'en 1993, date à laquelle on peut dire que les politiciens se sont accaparés la fonction de président de l'État. Et effectivement, Yitzhak Navon a marqué, on va dire, son époque. D'abord parce que au moment où il a été élu président, c'était en 1978, on était dans une période où une partie de l'État d'Israël, une partie de la population de l'État d'Israël ne se reconnaissait pas dans l'establishment officiel de l'État d'Israël. C'était ce que l'on appelait le second Israël, l'immense communauté séfarade, des originaires du Maroc, d'Afrique du Nord et l'ensemble du monde séfarade. Ils ne se reconnaissaient pas dans l'establishment ashkénaze de l'époque. Et quelque part, après la victoire de Menachem Begin en 1977, qui a été déjà une première consolation pour cet électorat qui avait voté massivement en faveur du Likoud et de la droite, eh bien, l'élection de Yitzhak Navon a été une forme de reconnaissance, certains diront une réhabilitation, mais en tout cas surtout une reconnaissance, une légitimation de la culture séfarade et du monde séfarade qui se sentait un peu, des Sfardim qui se sentaient un peu être les laissés pour compte de la société israélienne à cette époque. Ça a été donc marquant, déterminant, et effectivement Yitzhak Navon, durant son mandat, s'est efforcé de briser, on va dire, toutes les barrières sociales qui existaient entre séfarades et ashkénazes, entre riches et pauvres, et il a œuvré en la matière, et il a également été, on va dire, un pont entre juifs et arabes. Il a été le président de l'État qui a validé, on peut dire, les accords de Camp David. Il parlait couramment arabe. Alors il parlait arabe, et on se souvient d'un discours particulièrement marquant, mémorable, devant le Parlement égyptien en 1980, donc un an après la signature des accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, un discours qu'il avait prononcé en arabe et qui avait ébloui, on peut dire, les élus égyptiens. Il avait été, on peut dire que quelque part, Yitzhak Navon était la figure qui représentait le mieux ce
pont, cette volonté de pont que les Sfaradim devaient être entre les Israéliens, les Juifs israéliens et le monde arabe dans cette région complexe. Et Yitzhak Navon représentait d'une certaine manière, de manière formidable, ce pont, ce lien entre la culture juive, la culture arabe. Il était issu pétri d'une culture judéo-arabe et judéo-andalouse. Le ladino, c'était la langue qu'il pratiquait. C'était un homme d'une richesse intellectuelle inestimable. C'était un écrivain, c'était un éducateur aussi, puisque après avoir été après avoir été président de l'État d'Israël, il a été ministre de l'éducation et il a œuvré là aussi au rapprochement entre les différentes cultures. Donc c'est un homme qui a marqué son époque. Et puis aussi, il faut rappeler qu'il a été, comme on l'a dit dans le sujet, il a été le secrétaire particulier de David Ben Gurion. Il a vécu avec lui les premières années de l'État d'Israël et c'est un homme qui était donc au grand carrefour de l'histoire de l'État d'Israël qui est disparu ce week-end. Il y a peu de présidents qui laissent, parce qu'effectivement c'est le Premier ministre qui ici accapare les pouvoirs, c'est la Constitution qui veut cela, il y a peu de présidents qui laissent une trace. Lui, on peut dire qu'il en a laissé oui, une importante, certainement. Il était, et on l'a répété, les responsables politiques l'ont répété aujourd'hui, il était aimé du peuple et le peuple l'aimait particulièrement et lui aimait le peuple aussi. C'était un homme qui avait une noblesse, on disait c'était un prince de la culture séfarade, mais c'était aussi un homme extrêmement proche du peuple. Il venait du peuple et il était très proche du peuple et cela a véritablement amplifié sa popularité au sein de la société israélienne qui est allée au-delà de son seul mandat donc de président de l'État d'Israël. Il est resté très, très présent, en particulier dans le développement de la culture séfarade. C'était un metteur en scène qui a produit une pièce de théâtre qui est devenue très, très célèbre, le Boustan séfarade. C'est donc véritablement une figure avec une palette d'une personnalité extrêmement riche, une palette de qualité et véritablement quelqu'un qui a marqué, on va dire, son époque. Et ancré, très attaché à Jérusalem. Et également, il était très attaché, on fait bien de le souligner, parce qu'il venait d'une famille qui était parmi les plus anciennes familles juives de Jérusalem, comme Reuven Rivlin, d'ailleurs, qui lui aussi vient d'une famille qui est à Jérusalem depuis plus de 200 ans. C'était un véritable Yerushalmi, c'est un Jérusalemitain de souche dont les parents donc venaient, le père venait donc de Jérusalem 10 générations en avant, et la mère était d'origine marocaine, donc cela lui donnait d'une certaine manière la capacité d'être adulé par la population des originaires du Maroc qui pendant longtemps se sont sentis les laissés pour compte de la société israélienne et qui ont senti à travers son élection donc une forme de reconnaissance et de légitimation de leur culture. Merci Daniel Haïk donc bien pour cet hommage donc à ce président de l'État d'Israël disparu entre 78 et 83. Il était à la tête de l'État d'Israël. Yitzhak Navon donc inhumé aujourd'hui à Jérusalem. On revient à présent sur l'actualité des élections, cette fois en Croatie. On le sait, vote important aujourd'hui car, eh bien, d'abord, c'est la première fois que les Croates votent depuis l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, mais il y a aussi, surtout et depuis, eh bien, les vagues de migrants qui sont passées par la Croatie notamment et qui vont peut-être impacter ce scrutin. Écoutez. Je veux que toutes les personnes aient du travail à l'avenir. En ce moment, c'est très difficile parce que la situation économique est très mauvaise et j'espère que ce sera mieux avec du renouveau. Quand quelque chose est nouveau, ça ne peut que être mieux. J'espère que quelque chose va changer et qu'un parti va arriver au pouvoir qui fera de vraies réformes. Ça, c'est mon espoir, mais je ne suis pas sûr que cela puisse se produire avec ces élections. Alors, on est en ligne justement avec l'ambassadeur de Croatie en Israël, Pierre Simunovic. Bonsoir, merci d'être en direct. Vous parlez français, ce qui est pour nous évidemment facilite cet entretien. D'abord, est-ce que c'est un scrutin, vous pensez, qui peut avoir la trace de justement cette crise des migrants qui frappe l'Europe en ce moment? Est-ce qu'à votre avis, ça va se ressentir dans le vote d'aujourd'hui? J'imagine sans doute on a eu les élections sur un fond de crise plutôt économique, mais aussi migratoire. Vous savez, ce sont des élections, ce sont les premières élections législatives depuis que la Croatie est entrée en 2013 dans l'Union européenne. À ce moment-ci, les premiers résultats partiels officiels sont attendus dans la soirée.
Maintenant, on ne peut pas dire grand-chose d'après un sondage sorti des urnes. Le scrutin est assez serré, avec une forte participation aux élections législatives. Donc, il nous faut attendre quelques heures, même pendant la nuit, pour avoir une image claire. Cependant, est-ce qu'on peut dire que globalement, les Croates sont satisfaits de l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, ou est-ce que ça reste encore un cap qui a été difficile à digérer ? Je pense que l'entrée dans l'Union européenne était une cible stratégique pour le pays et pour le peuple. Et ça reste, même si on a vu qu'on a eu aussi une crise de l'Union européenne au sein d'elle-même. Mais de toute façon, ça nous reste un pilier de la politique nationale très fort. Aujourd'hui, donc, on a vu ces images évidemment de migrants qui arrivent en Europe. Est-ce que vous trouvez que l'Europe, justement, la solidarité a joué envers les pays du sud de l'Europe, comme la Croatie, comme la Serbie, qui ont eu à faire face à cette vague de migrants? Est-ce que vous trouvez que la solidarité a joué suffisamment? Pierre Siminovic, vous m'entendez? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu. Peut-être. Ah, voilà, oui. Allez-y. Et on n'a pas encore trouvé les solutions justes pour faire face à la crise. Alors, je crois qu'on a un petit problème de liaison. Malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà de cette conversation. On était donc en ligne avec Pierre Siminovic, qui est ambassadeur de Croatie en Israël, à propos donc du scrutin législatif qui avait lieu aujourd'hui. Un scrutin important puisque effectivement il se déroule sur fond de crise économique et de crise des migrants, comme nous l'a expliqué l'ambassadeur donc de Croatie en Israël. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée. Est-ce qu'on a le temps de vous montrer peut-être des images de tennis, le temps de vous rappeler en tout cas le résultat du jour? C'est la victoire, et c'est historique, la 4e victoire de Novak Djokovic, le Serbe, justement, un voisin de la Croatie, aujourd'hui en finale de l'Open Master de Bercy. Djokovic qui a battu très sèchement en 2-7, voilà, le Britannique Andy Murray, qui lui disputait sa première finale sur la surface indoor de Bercy. Djokovic, toujours aussi impressionnant cette année, et qui l'emporte donc 6-2, 6-4. Il entre dans l'histoire de ce tournoi qu'il remporte pour la 4e fois, 3e finale et victoire d'affilée d'ailleurs pour lui aujourd'hui dans la nouvelle arène de Bercy. Voilà la joie de Novak Djokovic. Voilà, fin de cette édition. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec un nouveau point complet sur l'actualité. Ce sera avec Daniel Atlan. Très bonne soirée sur i24 News.